Brave gens, on va commencer simplement. Bonjour. C'est bien, vous êtes courtois, pas comme d'autres, et je parle en connaissance de cause. Alors, même principe que les années précédentes, 1 heure à faire semblant de parler d'histoire, alors que vous en foutez complètement, vous, des histoires de gros bourrins et tout qui explosent. Je suis l'équivalent du film hollywoodien, mais à l'oral. Je peux mimer les effets spéciaux et tout, c'est brillant, vous allez voir. Bon, s'il y a des gens qui ont pas assisté aux conférences de l'an dernier, ça va être bien. Pour les autres, en attendant, j'ai prévu logiquement que des choses dont on n'a pas parlé les années précédentes, donc on devrait pouvoir faire quelque chose de bien. Et comme l'année précédente, j'aurai mes notes avec moi, parce que j'ai plein de chiffres à voir, et que j'ai une très mauvaise mémoire, sauf pour les films de merde, donc voilà. J'en suis désolé, croyez-le bien. Bref, on va commencer avec une histoire simple. Une histoire qui remonte en 1914. Tout le monde sait que c'est ma préférée. En fait, on va commencer avec une histoire de russe de merde. Allemande. Il se trouve que, en 1914, il y a un concept qu'on appelle le concept du croiseur auxiliaire. Alors c'est quoi le croiseur auxiliaire? C'est que, c'est un petit peu comme une réforme macronienne, ça consiste à prendre de l'existant et à bidouiller un peu pour dire que c'est bon, c'est réglé. Alors, on prend des bateaux qui existent, genre des paquebots, on fait des trous dedans, on met des canons, et on dit voilà, maintenant tu es un croiseur auxiliaire. Alors, c'est une bonne idée qui a servi plusieurs fois. Par exemple, il y a un navire que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Lusitania, qui officiellement était un navire civil. Bon, officieusement, il s'est fait une torpille dans la gueule, il a coulé, et les Anglais ont fait « Oh, tirer sur un navire civil, c'est dégueulasse !» Et ils ont mis 70 ans à dire « Bon, il n'était pas si civil que ça !» Mais bon, comme ça, on a pu dire aux Américains « Oh, vous avez vu, ils ont tué des passagers à vous !» D'abord, parce que les passagers ne savaient pas qu'il y avait des canons à bord. Ça s'appelle la déconne, comme ça, les monte. C'est quoi, c'est sur le côté? Non, c'est rien, c'est pour faire la cuisine. Grosse marmite quand même, quoi. Mais donc en 1914, les Allemands se disent putain, c'est pas con comme idée. Faut qu'on fasse exactement pareil. On va faire des croiseurs auxiliaires et on va aller chercher un de nos navires, justement, de leur nom est le SMS Cap Trafalgar, et on va en faire un croiseur auxiliaire. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils ont une idée géniale. Ils se disent, vous savez ce qu'on va faire? On va pas seulement l'armer, on va le déguiser en bateau anglais. Et on va faire encore mieux, on va le déguiser en bateau anglais qui existe. Et donc, il décide de le déguiser en RMS Carmania. Un paquebot anglais, qui a une seule différence majeure, c'est qu'il a que 2 cheminées. Donc les Allemands font comme dans le film de James Bond, ils ont une île un peu secrète au large du Brésil. Ils y emmènent le bateau, ils disent à l'équipage, bon vous descendez, on va mettre des militaires à bord. Aux passagers qui sont encore à bord, bon toi tu te casses, maintenant ça commence à bien faire, le buffet est fermé. Ils coupent la cheminée, ils le peignent, et ils ont le sosie parfait du RMS Carmania. L'objectif, c'est donc de s'approcher d'autres navires anglais, qui vont pouvoir le reconnaître, et leur tirer dans la gueule. Le plan est parfait. Mais il y a une faille. C'est que, il sort le 14 septembre 1914, ce petit navire, et heureusement qu'il s'est planqué, parce qu'au moment où il sort, il y a un bateau anglais qui arrive. À bord du bateau anglais, navire anglais en vue. Le capitaine anglais dit « Ok, c'est qui ?» Bah c'est nous. Figurez-vous que le RMS Carmania a été converti en croiseur auxiliaire et a entendu dire qu'il y avait un truc bizarre dans une île au large du Brésil. C'est donc le seul navire de toute la flotte anglaise qu'il ne fallait pas croiser. Donc il l'engage, le vrai coule le faux, parce que l'original est toujours meilleur que la copie. Effectivement, les Allemands font putain de merde, tout ça pour ça. Donc ils sont engagés quand même une certaine somme pour le camoufler, mais ils se disent bon, en fait c'était une idée de merde, donc ils ne le feront plus. Mais voilà pour débuter avec une belle idée de merde. Merci RMS Carmania. Et puisqu'on parle d'anglais, on va parler d'un anglais qui aurait tout à fait sa place au Dick Ferries, et que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce qu'il s'appelait Mad Jack Churchill. Avec un nom pareil, forcément, il distribuait plutôt des bisous. Et en fait, c'est un garçon qui avait un certain talent parce que c'était un champion de tir à l'arc. Et donc, quand on lui a dit mec, ça va être la guerre, et d'accord, je vais chercher mon arc. Non, c'est la Seconde Guerre mondiale, mec, vraiment. Oui, d'accord, je vais chercher mon arc. Et donc, ce type a dit moi, un vrai anglais ne se bat qu'avec 2 choses.
un arc et une épée. Donc il n'a pas pris de fusil. On a des photos de lui, dans des exercices de débarquement, qui est en train de courir sur la plage avec son arc long, en bandoulière, et il se trouve que, par un beau matin de 1940, figurez-vous que, au sortir d'un petit village français, il y a une patrouille allemande qui sort en reconnaissance. Et là, il y a une espèce de vieux bruit, et le sergent s'effondre en disant il vient de se prendre une flèche. De toute la Seconde Guerre mondiale, et de toute la campagne de France, c'est le seul recensement que nous ayons d'un Allemand abattu par flèche, qui en fait servait au signal de l'attaque, parce que le signal, c'est je bute ce mec-là. D'accord, si tu veux, donc c'est bien. Alors, il va pas faire que ça, parce que Matt Jack, il se dit moi, il y a un jeu que j'aime bien, c'est Final Fantasy VII. D'accord, ok, si tu veux, il n'est pas encore sorti, mais tu vas te démerder. Donc il fait des attaques à moto et à l'épée. Donc quand c'est un mec à moitié taré qui débarque avec une épée dans le dos, bon, ça fait bizarre quand même. Clou, c'est toi? Bon, donc voilà, des pas de Sephiroth à l'époque pour l'arrêter, donc c'était un petit peu gênant. Mais il avait des bonnes matérias, semble-t-il, donc c'est bon. Oh, les blagues de geek. Alors que moi, j'en suis pas un, je tiens à le dire. Voilà. Mais là où il est bon, c'est qu'il se dit tout ça, c'est pas encore assez anglais, c'est pas assez Grande-Bretagne même. Donc il décide de se mettre un instrument de musique original pour mener sa troupe. Mais évidemment, la cornemuse. Donc quand il n'est pas avec son arc et son épée, il joue de la cornemuse. Et il se trouve qu'il s'est aperçu qu'il y avait un autre truc qui était bien, c'est que l'ennemi, quand il entend la cornemuse, ça lui fait toujours bizarre. Il se dit qu'il pourrait faire un peu de guerre psychologique. Alors, un jour, il se retrouve en Italie, avec 50 de ses commandos. Et il doit attaquer une ville où il se trouve qu'il y a quelques centaines d'Italiens qui sont retranchés et qui tirent au mortier sur ses troupes. Alors, il fait le truc le plus simple du monde. Il fait encercler la ville et il dit à tous ces mecs de hurler « Commando !» avant de charger. Ça fait peur aux Italiens qui se rendent. Donc il en fait très exactement 136, comme ça, en rentrant, tranquille, alors qu'ils étaient 50, donc c'est toujours bon. Mais là où il va être encore meilleur, c'est qu'il y a une autre nuit où on les tire dessus au mortier. Et là, il est vraiment pas content. Donc il dit, bon, cette fois, je vais aller m'en charger seul. C'est normal. Et en face de lui, chose terrible, ce ne sont pas des Italiens, ce sont des Allemands. Alors, Matt Jack va prendre une décision intéressante, c'est qu'il va chercher un premier Allemand, il lui dit, toi, appelle tes potes. Et alors le suivant, il dit, toi tu te rends, toi tu te rends, toi tu te rends, et avec l'épée sur la gorge du mec. Ça marche. Et il revient avec 42 prisonniers. Alors que je rappelle, il est parti seul. Là où il est bon, c'est que son commandement lui dit, bon, il va falloir nous expliquer comment vous avez fait ça quand même. Il dit, mais c'est très simple. L'Allemand est très discipliné. Si vous lui parlez d'une voix forte et claire et que vous êtes plus gradé que lui, il dira, Jawohl. Et semble-t-il que ça marche. Mais hélas pour lui, la chance va finir par tourner. Puisque Matt Jack un jour se retrouve en Yougoslavie. Et toute son unité se fait massacrer, sauf lui. Et les mecs qui l'encerclent, tout ce qu'ils entendent, c'est quelqu'un qui continue à jouer des airs tristes à la cornemuse. Parce qu'il est assis sur la pile de ses petits camarades et qui refuse d'arrêter de jouer. Donc il lui envoie une grenade pour l'arrêter, parce qu'il veut vraiment pas arrêter de jouer. Donc, le truc, c'est que il va finir la guerre dans un camp de prisonniers. Il va tenter de s'évader plusieurs fois, je vous cache pas que il se débrouille pas mal. Ils sont pas mal obligés de lui courir après. Mais là où il est bon, c'est que si vous avez vu un certain capitaine dans un film qui s'appelle Full Metal Jacket, ce garçon va se découvrir une passion pour le surf après la guerre. Et en fait, il y a deux choses qu'il va faire qui sont intéressantes. C'est que il va partir en Australie durant un temps où il va se mettre au surf et il fera lui-même sa planche. Parce qu'il est comme ça. Donc c'est pour ça qu'un capitaine, il n'est pas inspiré de n'importe qui. Et deuxième chose, on va l'envoyer en Palestine pour couvrir des convois humanitaires. Et je ne vous cache pas que les mecs qui ont tenté d'attaquer les convois, quand ils sont pris des flèches dans la gueule, ça leur a fait bizarre. Du coup, effectivement, c'était devenu relativement proverbial que tu vois l'unité parachutiste qui est là, où il y a un mec qui a vraiment l'air pas content de se balader avec une épée, tu n'attaques pas. Sinon tu vas te faire fléchir la gueule. Du coup, effectivement, sachez que Matt Jack est mort de sa belle mort, puisqu'il a pris sa retraite en 1959, et donc a consacré le restant de ses jours, essentiellement au surf. Voilà. Alors, pour le sujet suivant, il y a des gens qui vont se dire « Merde, tu es dans un truc d'extrême droite. » Préparez-vous parce que ça parle de musulmans. Oh là là, sujet tendu, attention, il a dit le mot. De kamikaze.
et de puissance d'arrêt. Explication. Le monde n'a pas beaucoup changé, vous savez. Et il se trouve que, en 1900, dans les Philippines, il y a des extrémistes musulmans qui attaquent les troupes américaines sur place. Et comment on les attaque? Les attaquent à l'épée. Et donc ces épéistes se font appeler les Juramentados. Et avant les Américains, ils avaient déjà terrifié les Espagnols et autres, enfin bref. Ils sont pas mauvais. Et ils font des attaques kamikazes, comprendre, ils se jettent sur les mecs et ils tentent de les planter à l'épée. C'est pas très sympa. L'inconvénient, c'est qu'à l'époque, beaucoup d'armes américaines sont calibrées en 38. Le calibre 38, c'est bien. Le problème, c'est que vous pouvez tirer sur le mec, il continue à courir. Et l'un des chefs de la révolte, justement, locale, il lui faudra 21 balles pour l'arrêter. À savoir que la dernière, il était au-dessus d'un gars, couché dessus, et essayer de le planter. Quand un Américain arrive en courant, il lui met la balle dans la tête à bout portant pour dire stop, 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 t'as déjà 20 balles. Donc bon, le mec s'arrêtait pas. Et c'est là que va arriver un sympathique personnage qui s'appelle John Pershing. Alors, ça vous dit peut-être rien. Mais John Pershing, quand il arrive, on lui dit voilà, on a un problème, les mecs nous chargent et on n'arrive pas à les arrêter. Et John Pershing dit j'ai une solution. Ça s'appelle le fusil à pompe. Donc, un beau jour, alors qu'il est avec son unité, il y a des mecs qui te chargent. Bon, bah, le premier mec, il se prend un coup de fusil, plus de 2 mètres, t'as son Tarantino. Et donc, quoi? C'est pas censé se passer comme ça, là, quand même. Et donc, il fait si, suivant. Bon. Et donc, John Pershing va dire on va chercher tous les fusils à pompe, et on va chercher les armes de la guerre de sécession, qui sont calibrées en 45, donc pour les plus gros trous, et vous allez voir si on les arrête pas. Ça les arrête. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle se poursuit en 1917, parce que Pershing est un peu fait sa carrière. En 1917, la France voit des Américains débarquer. À leur tête, un certain général John Pershing, qui a pris du grade. Et John Pershing, on lui dit les Allemands dans les tranchées, ils sont chiants. J'ai une solution. Alors, John Pershing a fait créer un fusil à pompe qui, bien manié, permet de faire qu'on laisse appuyer sur la gâchette et on pompe et ça part tout seul. Ce qui fait qu'en 2 secondes, vous pouvez tirer 6 cartouches. L'avantage du fusil à pompe, quand vous êtes dans une tranchée, c'est qu'il n'y a pas à viser. Hein. Allez, casse-toi. Ça marche bien. Donc même des troupes peu entraînées peuvent foutre des branlées. C'est bien. Alors, ça se passe très bien, et puis au bout du fusil, t'es fixé une baïonnette. Comme ça, quand t'as fini tes 6 cartouches, tu peux encore faire des blagues. Bon. Alors, c'est tellement pas propre qu'il y a un major américain, qui est très bon, qui fait un carnage avec, et qui apprend que les Allemands ont porté plainte contre lui, pardon. Les Allemands se présentent à Genève et disent il y a une convention, je crois, qui dit que c'est pas bien du tout ce que vous faites. C'est très moche comme arme, c'est une arme à projectile qui se disperse. Nari. Donc maintenant, on veut l'interdire. Les Américains disent lance-flamme, gaz. Seulement font bon, d'accord, un peu. Mais si on attrape une seule personne avec un fusil à pompe, quick. D'accord, si on attrape une seule personne avec un slam, clac. Bon d'accord, la guerre c'est moche, je continue. Résultat, c'est qu'à la fin de la guerre, c'est les gens qui vont échapper au fusil à pompe au lance-flamme, alors que si on chopait l'autre, il aurait eu la mort. Voilà, bon c'est pour ça. Sachez que officiellement, le fusil à pompe, c'est comme l'arbalète, c'est interdit. Et c'est pas par qui interdit l'arbalète, c'est par le pape. Donc voilà, remercier John Pershing, le fusil à pompe et la magie des tranches. On va changer un peu d'époque, on va parler de la guerre du Vietnam. Ah, il y a des gens qui disent. Non, je ne vais pas parler de napalm. Oh, je suis désolé. Quelle bande d'enflure quand même. Je parle de Convention de Genève et voilà comment je vais payer. Vous êtes des salauds. C'est bien. Donc, on va commencer par un garçon qui s'appelle Roy Benavidez. Avec son nom, je ne vous cache pas qu'il est plutôt latino. Ce garçon, effectivement, un grand dieu du Nouveau-Mexique, c'est un garçon qui n'a pas de bol dans la vie. Parce que quand il est petit, maman se chope la tuberculose et meurt. Papa chope la tuberculose et meurt. Ah oui. Donc il part avec son frère chez un de leurs oncles. Il ne chope pas la tuberculose. Calmons-nous. Et il se trouve que Roy se retrouve à devoir cirer les chaussures
aux arrêts de bus pour pouvoir continuer à faire vivre la famille. C'est triste, hein. On dirait du Rémi sans famille. Hein. Il avait Capi, son chien, un petit gars. Donc non, point de petit singe, point de petit chien. Mais à un moment, il faut bien qu'il gagne de l'argent, donc il décide de s'engager dans l'armée. Et ça se passe en 52. Et Roy, il va gentiment progresser dans l'armée. Au départ, il est dans la réserve, puis il passe dans l'active, puis il passe dans les parachutistes, puis il passe dans les forces spéciales. Et en 62, il va au Vietnam, mais il lui arrive un truc pas cool, c'est qu'alors qu'il est en patrouille, il saute sur une mine. Résultat, on le ramène à la maison, on lui dit « C'est fini, tu marcheras plus ». Bon, c'est dommage parce que pour faire la guerre, c'est pratique d'avoir des gens. Mais on en reparlera. Et Roy reste à l'hôpital, et durant 1 an, le truc qui va le motiver, figurez-vous, c'est pas la guerre, c'est la gauche. Quoi? En fait, il y a des pacifistes, et ça l'énerve. Parce qu'il voit des drapeaux américains pour brûler, il aime pas ça. Et la nuit, dans la chambre des autres paralysés, il sort de son lit en rampant, il va se mettre contre un mur, et il tente de se redresser. Et il le fait toutes les nuits sur les applaudissements de ses potes. Et il finit par se remettre à marcher. Du coup, en 68, devine qui retourne au Vietnam. Le mec dit, putain, tu t'es bien mis quand même, parce que tu fais pas marcher. Non, mais c'est rien. Donc Roy se retrouve sur une base, en tant que consultant pour les forces vietnamiennes. Et il se trouve qu'un jour, il apprend qu'il y a une patrouille de 12 hommes, dont 9 Vietnamiens, qui est attaquée par 1000 Nord-Vietnamiens. 12 contre 1000, c'est pas beau. Donc Roy dit, faisons ce qui est logique. Allons-y. Allons-y avec qui? Bah allons-y seul. Donc il grimpe dans un hélico. L'hélico l'emmène sur place, parce qu'il insiste très fort. Il saute de l'hélico, et attention, son équipement, c'est 1, son couteau, 2, sa bite, et une pharmacie. C'est au cas où le deuxième outil tombe. C'est bien pensé. Roy va rejoindre l'unité, et là j'ai vraiment besoin d'analyse de tout ce qu'il fait, parce que je vous assure que le mec, il est vraiment motivé. À savoir que, quand il rejoint l'unité, déjà il dit, bon les mecs, je prends le commandement, parce qu'apparemment, c'est pas comment gérer 1000 mecs. C'est-à-dire qu'on est plus que 12, puis on se fait massacrer, t'inquiète. Bon. Donc, il leur dit, toi tu tires par là, toi tu tires par là, et moi j'ai fait fumer là-bas pour appeler l'hélico. L'hélico débarque, Roy dit, bon toi t'es blessé, je te charge. Et il va charger les mecs dans l'hélico, pourquoi pas. En chemin, il y a des mecs qui ont voulu l'arrêter, il les a plantés, hein. Donc il y a plusieurs Vietnamiens qui ont fait, mais qu'est-ce que... Karachar. Ces blagues racistes, c'est dégueulasse. Et vous riez, vous êtes vraiment des monstres. C'est de l'appropriation culturelle ce que vous faites, j'ai vraiment honte pour vous. Bref, donc la cucaracha. Alors, il envoie ses fumigènes, effectivement, et il se trouve qu'il a un problème, c'est que le chef de patrouille est mort. Et le chef de patrouille avait des documents confidentiels sur lui. Bon, ben il va planter tous les Vietnamiens qui s'approchent et récupérer les documents, puis il se barre. D'accord. À l'hélico, on lui dit, vous voulez monter, Roy? Non. D'accord, si tu veux, tu restes sur place. J'entends des mecs à planter. Donc il reste sur place, et en sus des documents, eh bien ce brave garçon va se dire, apparemment c'est vraiment la merde parce que les Vietnamiens commencent à tirer sur les hélicos et arrivent à en abattre un. L'hélico s'écrase, le personnel de bord est vivant, mais est bloqué dans l'hélico et il y a des mecs qui arrivent par l'arrière, c'est-à-dire là où les tireurs de portière ne peuvent pas ouvrir le feu. Donc lui il arrive par l'arrière, backstab, double dégâts. Donc il dit, oh, putain tu fais chier quand même, bon. Donc il décide de le latter, ça fait quand même près de 5 heures, qui fout la merde avec 12 hommes, face à 1000 dealers, ils disent, bon, ça commence à bien faire quand même des conneries. Donc il décide d'aller le chercher, et effectivement, ils vont aller le chercher pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a un Vietnamien qui arrive et qui le plante devant témoin, qui fout la baïonnette dans le bide, et devant témoin, il ressort la baïonnette, comme dans les films, et il plante le gars. D'accord. Le dernier hélico s'en va, Roy est évacué et meurt à bord de l'hélico. Oh, bah oui, c'est triste. Donc il est ramené à la base, le médecin confirme que Roy est mort. Et il y a un de ses amis qui l'aperçoit, qui vient et... Non, il est bien mort. Donc il ferme le sac, et là, le médecin se fait cracher à la gueule. C'est le Maccabée qui vient de cracher. Roy n'est pas mort. Il a été confirmé mort, mais il ne l'est pas. Alors, pour la liste des blessures, il s'est donc pris un total de 7 balles, 28 éclats de grenade, dont un dans la tête, plusieurs coups de baïonnette, un coup de crosse qui lui a défoncé la mâchoire et le crâne, une balle près du cœur, et accessoirement, il n'a plus de poumon droit. Mais il peut cracher avec un poumon.
allez, on va te décorer, mais on a un problème, c'est que tu vas mourir. Parce que vu l'état dans lequel t'es... Bon, donc la médaille of Honor, elle prend du temps pour être décernée. Donc on lui donne la médaille du service distingué, en traduction française. Et effectivement, le problème, c'est que on lui donne, mais il meurt pas. Et donc, en 73, on demande au Congrès, putain, franchement, filez-lui sa médaille. Et le Congrès dit, bah non, on va lancer la procédure, maintenant c'est un peu tard. Bon, alors écoutez, ça va être un petit peu compliqué. Sauf que, il y a vraiment des militaires qui insistent, qui disent que ce mec a fait, c'est extraordinaire. Donc, je rappelle que logiquement, il doit rester paralysé au fond d'un lit. Le mec, il a rentré jusqu'au Vietnam pour péter les gueules à coups de couteau. Donc, à un moment, si lui, il l'a pas, je vois pas qui peut l'avoir. Bon. Donc, ils disent, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de témoin, parce que la patrouille est morte. Et donc, il y a effectivement une histoire triste dans les journaux. Et au même moment, en Australie, il y a la radio de la patrouille qui n'était pas mort. Tout le monde le pensait mort. Lui aussi, il a survécu. Qui est en vacances et qui apprend que Roy Benavidez n'aura pas sa médaille. Le mec, il est rentré aux États-Unis en fait la vitesse en disant stop. Non, pour votre information, Roy Benavidez n'est pas mort de ses blessures, il est mort en 1998, malgré un seul poumon et après plusieurs enfants, et donc il a été enterré avec médaille et compagnie. Et c'est pour ça que, effectivement, quand on voit des films où des gens se ressortent des baïonnettes, on dit bah oui, mais Roy Benavidez quand même. Voilà. Puisqu'on parle de manque de jambes, on va parler de quelqu'un qui a des soucis de jambes. Il s'appelle Douglas Bader. Douglas Bader, ce garçon, c'est un Anglais. Il commence mal dans la vie. Si mes amis anglais me regardent, j'en pensais chaque mot. Et donc, Douglas, c'est un élève particulièrement turbulent. Alors quand je dis turbulent, c'est pas genre non, il est hyperactif et puis dyslexique et puis vous comprenez dyscalculique. Non, il prend des coups de pied au cul. Bon. Mais Douglas, ce qui l'a intéressé, c'est l'aviation. Sauf que le problème, c'est que quand on est turbulent dans l'aviation, ça peut poser des problèmes. À savoir que Douglas, il aime bien faire des acrobaties. Vous voyez où est-ce qu'on va arriver? Voilà. Donc Douglas, à plusieurs reprises, fait des acrobaties sur ses appareils, adore faire ce genre de choses, malgré les interdictions. Et on lui dit, il y a un avion que tu pilotes, faut pas le piloter sous telle altitude à telle vitesse. À chaque fois, ça part mal. Bon, bah il le fait, évidemment. Et ça part mal. Donc, alors qu'il est en train de frôler la piste avec son avion, on est bien avant la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là, son aile touche la piste. Et donc, effectivement, l'avion se met un petit peu à tournoyer, s'écrase lamentablement. Douglas est sorti de l'épave, emmené à l'hôpital, et on lui coupe les deux jambes. Lui, il va pas les retrouver, hein, même s'il y a beaucoup de bonne volonté, ça va être difficile. Donc, ok, bah, il n'a plus de jambes. Interdiction de piloter. Douglas va faire jouer ses relations en disant mais je veux vraiment piloter, vraiment, c'est mon truc, moi si je pars dans un avion, ça va pas. Ok, donc on va te filer des jambes artificielles, mais pour avoir vraiment une autorisation de piloter, ça va être dur. Il met du temps à l'avoir, on lui retire, parce qu'à chaque fois c'est en fonction d'influence et autres qu'on finit par lui donner. Et puis surtout, la guerre éclate. Et là on dit bon, on a vraiment besoin de tous les pilotes, donc Bader, on te rappelle. Bader, on va lui filer commandant d'une escadrille, et là où il est très très bon, c'est qu'on lui file les nouveaux Spitfire, et il fait une erreur de débutant en décollage, à savoir qu'il règle mal le pas de l'hélice, et du coup l'avion s'écrase, et il perd les deux jambes. Donc effectivement, s'il avait des jambes, il les aurait perdues, et il perd ses deux prothèses. Coup de bol quand même. Sauf que là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on lui remet des prothèses, on dit toi tu fais chier quand même. Bon. Et on le confirme dans son commandement en disant écoute, t'as fait une connerie, je pense que t'as bien appris de ton erreur, maintenant tu vas bien piloter. Très bien. Et ben, non seulement il pilote bien, mais il y a un truc qu'il faut savoir dans les règles de l'aéronautique, c'est que lorsque vous prenez un virage très sec, vous prenez ce qu'on appelle des G. Et en général, le sang a tendance à descendre dans le bas du corps. Mais quand vous n'avez plus de bas du corps, résultat, il encaisse vachement mieux les virages que tout le monde. Donc les Allemands comprennent pas parce qu'ils voient un mec qui tourne comme ça, hop là. Oh putain, c'est pas possible qu'il va t'évanouir. Bon. Et donc il en fait des virages de fou dans la gueule. Résultat, ça devient un putain d'as. Alors on se dit bon, il faut couper les jambes aux autres, du coup, c'est quoi C'est compliqué cette affaire quand même. Donc ils sont un petit peu embêtés par ce genre de choses. Mais malgré tout, ça se passe plutôt pas mal. Alors, il va enchaîner les victoires, il va aussi enchaîner sa capacité à ramener toujours des avions bien plombés à la base, ou à dire oh, ils m'ont encore touché aux jambes. Bon. Ça fait marrer que toi, bon voilà. Et puis, durant la bataille d'Angleterre, il va effectivement survivre, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a aussi participé à la bataille de France, et entre autres, un des endroits où il s'est distingué, c'est au-dessus de Dunkerque. Alors on oublie tout de suite le film, qu'on se mette bien d'accord.
Voilà, il y a une excellente conférence de Geek Theories on the Web sur le sujet, avec un certain Higuel qui s'agit de la salle. Calmez-vous, monsieur Higuel. On n'a pas de slip propre de rechange, là, ici. Donc, effectivement, le 9 août 1941, il va avoir un problème. C'est que il est abattu au-dessus de la France. Donc il s'éjecte, et il est coincé dans son avion, et devinez ce qu'il coince dans son avion? Ses jambes. Bon, bah, il arrive à se barrer, hein. Mais il laisse ses prothèses, donc les Allemands vont tomber du ciel un pilote cul de jatte. Alors, sans déconner. Alors, ils l'enferment, et Bader leur fait son numéro de triste, du genre « Oh, j'ai plus de jambes. Je suis tellement malheureux. » Les Allemands disent « Oh, il nous fait vraiment pleurer, on va appeler les Anglais. » Donc ils appellent les Anglais, ils leur disent « Bon, à la radio, ils leur envoient « Si vous voulez larguer des jambes à ce pauvre mec, on laisse passer l'avion. » Les Anglais disent « Vous avez raison. On va employer un bombardier. » On a perdu quelqu'un. Ça peut arriver. Alors, il ne manque pas pour autant, parce qu'après ça te fait bombarder la gueule, lorsque les Allemands sortent, il y a une caisse. Putain, il y a des jambes dedans. Donc il lui donne. Et maintenant qu'il a des jambes, il court. Donc il tente de s'évader. Et au bout d'un moment, il faut bon écoute. Tu continues comme ça, on te confisque tes jambes. Donc ils vont lui laisser ses jambes au final. Et ce pauvre garçon, effectivement, il va pouvoir rentrer chez lui, mais seulement en 1945, parce que sans les jambes, c'est quand même plus compliqué, faut le reconnaître. Effectivement, chercher un mec avec 2 jambes artificielles en France, ça pouvait se trouver, effectivement. Et il va poursuivre toute sa carrière dans la RAF, faut le savoir, en tant que pilote sans jambes. Et je tiens à préciser une chose, c'est que justement, ces jambes ont eu une autre utilité. C'est que durant la bataille de France, il y a un régiment qui est particulièrement démoralisé, parce qu'il a eu énormément de pertes. Alors il va vous nommer un nouveau commandant. Et donc à ce moment-là, il voit un mec arriver qui n'a pas de jambes. Et ben ça a remonté le moral de tout le monde, parce que si lui il peut péter les gueules, et ben c'est qu'il doit être bon. Donc effectivement, les mecs ils ont réussi à exploiter toute la possibilité d'être cul de jatte pour la guerre. C'était bon là, ils étaient nickel. Il va mourir finalement en 1982. Et il faut savoir que le jour de sa mort, il revient d'un discours, donc il meurt tranquillement à la bagnole qu'il ramène. Et pour ses obsèques, c'est un as allemand qui va se présenter, c'est Adolf Galland, qui est un des mecs qui ont participé entre autres à Basbach contre lui, et qui fera un des discours justement de son enterrement, en disant que voilà, c'est beau être un cul de jatte, ça a été plutôt pas mauvais, donc merci mec. Voilà pour une histoire de ce que vous pouvez faire sans les jambes. Alors, on va aller côté allemand maintenant quand même. Les gens font je sens des mains tendues qui se lèvent. À l'interne, attention, c'est le social expérience dans la salle, ça va mal se passer. Bon, j'en profite parce que je vois que je suis un petit peu en avance sur mon horaire. Au pire, je raconterai l'histoire, j'improviserai à la fin, vous inquiétez pas. Mais il y aura peut-être des redites. Bon. On racontera encore la mer Roche. Il faut vraiment pas grand-chose pour vous faire plaisir. Bref. Donc, on va parler d'un certain Félix von Leutner. Félix est un jeune Allemand, issu d'une longue tradition militaire, qui, dans son enfance, est un relou, puisqu'à 13 ans, il dit « Papa, maman, je me casse ». Très bien. Et il se casse pas n'importe comment, parce qu'il passe la porte, il va au port, et il dit « Je vais devenir mousse ». Il devient mousse sur un bateau russe. Il tombe à l'eau, il manque de se noyer, enfin, il passe des choses. On le retrouve plus tard au Chili, en train de voler des cochons. En Australie, en train de boxer. Et puis, il commet l'erreur qu'il faut pas. Il finit gardien de phare. Le gardien de phare a une fille. Il lui montre son phare. Le gardien n'est pas content. D'où son nom. Et donc, effectivement, il est obligé de se barrer. Donc, 7 ans plus tard, âgé de 20 ans, qu'est-ce qu'on mange? Il rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il fout là, toi? T'étais pas parti il y a des années? Ah non, c'est bon, je suis rentré, j'ai fini maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle une crise d'ado. Ils disent, bon, écoute, petit trou du cul, durant 7 ans, t'as fait ton Erasmus, t'es content, maintenant, tu prends mon pied au cul et tu vas direction l'école d'officier. Oh. Donc il va à l'école d'officier, il finit officier dans la marine, et à ce moment-là, il va participer à différentes batailles en tant qu'officier secondaire sur un navire, et puis on lui dit, tu vas prendre ton premier commandement. Oh ouais, qu'est-ce que j'ai, un sous-marin, un croiseur, un destroyer? Non, un bateau à voile.
Non, ça marche pas, il n'y a que Bader qui sait le faire. Bon. Donc on lui confie le SMS Sea Adler. Alors le SMS Sea Adler, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un navire américain, un voilier marchand qui a été capturé, et on lui confie une mission bien pourrie à Félix, on lui dit écoute, aujourd'hui encore, il y a des navires à voile, ce sont les navires marchands. Parce qu'effectivement, la marine militaire est motorisée, mécanisée, vaporisée, tout ce que vous voulez, mais les navires marchands sont encore beaucoup à voile. Donc le plan, c'est que tu vas prendre le navire à voile, te faire passer pour un marchand, arriver à 2 mètres des navires, sortir les canons et chanter le générique de Pirates des Caraïbes. Il le sifflote très bien. Donc il fait ok, bah écoutez, donc on prend le navire, on rajoute un petit moteur discret en cas de problème, on met 2 canons de 105 sur les flancs, on arme l'équipage et c'est parti. Donc le navire sort du port, et petit incident, bah, il y a un bateau britannique qui fait le blocus qui dit halte, inspection. Ils inspectent, les Allemands font ah, on est norvégiens, ça s'entend hein, regarde, écoute, ça passe. Genre c'est quoi, ça serait pas les canons de 105? Non, c'est gros yaourt, norvégien, mais ah, c'est norvégien alors, bon, hein. Bon. Donc il passe. Résultat, il est libre. Il arrive dans l'Atlantique et c'est parti. Donc effectivement, il leur refait Pirates des Caraïbes, ils se surnomment eux-mêmes les Pirates du Kaiser. Donc il débarque à 2 mètres des bateaux, sauf que Félix a un principe, c'est qu'il ne tire pas. À chaque fois, il se dit, de toute façon j'arrive, j'ai mes canons, les mecs, en rendez-vous. Les mecs se rendent. En fait, c'est même un problème. Parce que peu à peu, le bateau de Félix va se remplir de prisonniers. À tel point qu'il finit par en avoir 300. Donc il se dit, maintenant je suis dans la merde. Mon navire est beaucoup trop lourd, et en plus j'ai beaucoup trop de bouches à nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Il attaque un dernier navire. Un navire français appelé le Cambronne. Au large du Brésil. Donc il chope le Cambronne, il arrive à bord, il dit, messieurs, ceci est un acte de piraterie, vous prenez les prisonniers, vous les grimpez à bord, vous les emmenez à Rio, pardon? Et vous n'allez pas nous... Non, nous, on s'en fout en fait. Bon, gardez votre bateau, faites ce que vous voulez, mais vous les emmenez à Rio. Donc les mecs sont transformés en taxi par les pirates. Quoi? C'est quoi ce bordel? Bon. Et direction Rio, après leur avoir donné l'ordre de rétablir, enfin de se remettre en route une fois uniquement que le Sea Adler aura foutu les voiles, au sens propre. Donc, les mecs arrivent à Rio, expliquent leur aventure à Rio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Donc, tout le monde arrive à bon port. Et pendant ce temps, dans l'Atlantique, il y a un autre problème, c'est qu'on arrive en 1917 et que les Américains commencent à sortir leur flotte dans l'Atlantique. Or, ils sont à bord d'un navire américain capturé. Ouais, on va aller dans le Pacifique en fait, ça a l'air vachement bien le Pacifique, vous savez quoi? Donc ils y vont. Ils commencent, ils se disent, allez c'est parti pour de la piraterie. En route, ils croisent un petit bateau ou deux, ils font des bonnes blagues. Et puis, ils ont un petit accident, c'est qu'ils s'approchent d'une île. Alors attendez, je vais retrouver le nom de l'île parce que j'ai un petit souci avec les noms. C'est l'île de Mopelia. Ça vous parle tout à fait, heureusement j'ai cherché le nom. En fait, il fait comme les vrais pirates, il approche son voilier d'une île déserte à la recherche d'eau de source. Et puis, il y a une tempête, donc son voilier se retrouve rabattu sur l'île et se fait éclater la coque et se retrouve tous bloqués avec des prisonniers sur une île déserte. Alors, si vous voulez voir l'île au trésor, c'était le moment, c'était en live à ce moment-là. Donc, Félix est quand même emmerdé, il dit bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un des canaux du navire, on va le retaper un peu, et je vais partir jusqu'en Nouvelle-Zélande pour tenter de chercher de l'aide. Donc il prend quelques hommes à lui et il part en Nouvelle-Zélande. Il met 1 mois à bord du canot. Hein. Donc pour l'instant, c'était Lost un petit peu hein, sur l'île. T'as vu, il y a des films bizarres. Chut, d'accord. Donc, il arrive en Nouvelle-Zélande, mais là, il y a un problème, c'est que les Néo-Zélandais sont moins cons que l'équipage du HMS Avenger. Et donc quand il leur dit « Je suis norvégien !» Et ça a yaourt. Donc ils le foutent en tôle. C'était Lost, maintenant c'est Prison Break. Pourquoi? Parce que la prison est équipée de téléphones. Eh bien, Félix étant bricolo, il arrive à pirater les téléphones pour les mettre sur écoute. Félix étant bricolo, il arrive à pirater le système électrique, et donc, en pleine nuit, en décembre 1917, toute l'électricité de la prison est coupée. Le directeur cherche à comprendre ce qui se passe quand il voit arriver un mec armé qui dit « Ceci est de la piraterie !» Je capture votre prison. Donc, le directeur est comme un con, mais il y a une chose que le directeur a et qui intéresse Félix, c'est qu'il a un canot à moteur. Donc Félix va faire 2 choses. 1, capturer le canot à moteur. 2, durant tout le temps, toutes les semaines où il est resté prisonnier, il a fait un truc dans sa cellule, en dehors de pirater. Il a pris les draps et il a fait un gigantesque drapeau allemand. Et donc il part. Salut les gars!
avec son drapeau allemand qui claque à l'arrière de son nouveau canot à moteur. Donc quand la police arrive et que le directeur dit « il y a un pirate, il a capturé ma prison, puis mon bateau », avant de s'enfuir avec un drapeau géant... Sans déconner, quoi. Ça va pas être possible, mon gars. Donc, Félix se casse, et Félix, le problème c'est qu'il se casse et il va s'arrêter dans un coin en se disant « maintenant, mon plan, ça va être de capturer toute l'île pour choper le ravitaillement, choper un bateau et aller sauver les hommes. » Bon, pas de bol, il y a un navire de guerre qui arrive, qui est le canot à moteur. Alors le Norvégien... Donc, il se retrouve à nouveau en prison, et il finit en camp de prisonnier. Mais, ça reste une légende, et justement, il y a un garçon qui va s'intéresser à cette légende, il y en a même plusieurs, c'est qu'après la guerre, enfin déjà, j'ai oublié de parler d'une chose intéressante, lui il est capturé, il finit la guerre là, mais et sur son île déserte, ces hommes? Ah, et bien ces hommes, ils font un truc, ils se sont montrés fiers de leur... Enfin, leur patron a été fier d'eux parce qu'ils se sont cachés. À un moment, il y a un bateau français, décidément, qui est passé, qui a vu un voilier échouer, qui a dit attends, on va s'approcher, regardez. Et là, les gars qui sautent à bord, ils ont dit Yaha, donne-moi ton bateau. Et ils sont un peu cassés au Brésil. Ils ont dit putain, mais oh, vous allez peut-être faire un taxi vers le Brésil, là, bon. Et ils sont restés là-bas tranquilles. Donc au final, tout le monde a pu se casser, ça a bien fini. Félix, lui, est devenu une telle légende en tant que dernier pirate des temps modernes que aux États-Unis, il y a des marques de cigarettes et tout qui disent mais il faut absolument qu'on fasse des contrats publicitaires avec nous, ce qu'il va faire. Jusqu'au moment où il y a un jeune homme en Allemagne qui me dit mais viens, je m'appelle Adolf Hitler, tu vois, c'est super. Sauf que lui, il n'aime pas trop Hitler. Et du coup, Hitler n'aime pas trop parce que publiquement, Félix refuse d'être avec les nazis. Donc Hitler va lancer une campagne de diffamation contre lui, et Félix dit « Ah, tu veux faire chier un vieux pirate, bah attends, tu vas voir. » Et du coup, en fait, il crée un réseau qui fait évacuer des juifs et leur fournir des faux papiers grâce à ses grands pouvoirs de pirate. Et jusqu'au bout, il l'a jamais chopé. Donc, merci Félix, qui est mort de sa belle mort, avoir fait chier Hitler jusqu'au bout. On va parler d'un concept qui va vous parler, joueur de jeux vidéo, parce qu'on va parler de sniper. Ah, c'est-à-dire que sniper, en fait, c'est un nom de merde. Mais j'aime bien. Ben enfin... Bref. Il se trouve que, en 1914, quand la guerre commence, jusqu'ici on avait déjà des tireurs d'élite, des mecs qui tirent bien. Mais le truc qu'on n'avait pas encore trop vu venir, c'est les mecs avec des fusils à lunettes. Alors d'où est-ce qu'ils viennent les premiers fusils à lunettes? Ben, c'est facile, ils viennent des chasseurs. Et donc, au début de la guerre, nous, Français, nous sommes très cons. Je parle pas au passé, vous allez noter. À savoir que nos officiers, ils ont une tenue distincte. Parce qu'il y a le petit peuple, puis il y a l'officier. Donc du coup, pour prendre des balles dans la tête, c'est facile. Parce que le mec, il a qu'à faire. Alors, qui est habillé comme un con? Ah, celui-là. Bon. Donc on perd pas mal d'officiers de balles dans la tête. Bon, sans compter qu'en plus, on a des jolis petits chapeaux rouges, tout ça. Bon. Donc c'était super bien pensé, n'oubliez pas, on a été excellent jusqu'au bout. Et si vous entendez parler d'histoire au passage du camouflage, avec le bleu horizon, c'est pas une sorte de camouflage, faut le savoir, c'est juste que la couleur rouge a été fabriquée en Allemagne, du coup on n'en avait plus. Parce que sinon on avait un mec qui avait déjà inventé la veste camouflée, on l'a pas utilisée. Hein. Bon. Elle a été refusée, on a dit c'était ridicule. Non, des petites taches, ça a l'air con. Bref, et on pense sniper. Donc, des mecs se prennent des balles à la tête, et quand on enquête un peu, on s'aperçoit qu'en face, ils ont ramené des chasseurs. Des chasseurs avec un fusil à oiseau, qui abattent tout le monde. Bon, c'est embêtant. Alors, l'enquête est faite, et les troupes indiennes donnent leur nom à ces gars en les appelant snipers, parce que en Inde, la snipe, c'est la chasse à la bécassine. Donc, quand vous dites ouais, moi je suis un sniper, moi je fais des sniper, en fait vous êtes tireur à la bécassine. Moi. Voilà. Donc la traduction exacte de sniper, ça serait canardeur, si on voulait, voilà. Alors que sharpshooter, c'est pour tireur d'élite, voilà. Bref. Donc, tout le monde est emmerdé, donc on ramène des fusils de chasse. Les Anglais vont faire ouvrir leurs armureries en disant donnez-nous des fusils de chasse, il nous faut des fusils à lunettes. Et les troupes qui sont déjà engagées trichent un petit peu, c'est-à-dire qu'elles modifient leurs fusils, ramènent des lunettes, sauf qu'on n'a pas le droit. Donc en cas d'inspection, tout le monde démonte son fusil. Voilà, on se met en rang. Après on le remonte. Tout le monde sait hein, que les fusils sont modifiés, mais on fait semblant de rien. Jusqu'au bout, on est anglais, vive la reine, et donc effectivement, on est respectueux de l'ordre établi. Alors, les Allemands, voyant que effectivement la bataille commence à s'équilibrer et que les snipers anglais commencent à contrer leurs propres snipers, disent faut qu'on garde un coup d'avance. Donc, ils vont faire des masques blindés et des armures pour snipers. Le fait étant que s'il n'y a que sa tête qui est explosée, qu'il y a un gros masque blindé devant, théoriquement,
ça se rend un petit peu plus sûr de son coup, votre sniper, que celui d'en face. Alors, ça marche un temps, et puis les Anglais vont jouer une carte que les Allemands ont vraiment pas vu venir, c'est qu'ils disent « Ah ouais, t'es chasseur de bécassines, tu leur mets des masques en métal. Bougez pas. Nous, dans nos colonies, on a un autre animal qui est rigolo, ça s'appelle l'éléphant. Allez chercher les chasseurs d'éléphants. » Les mecs ramènent des fusils qui mettent en ligne, alors ça servait de fusil anti-char par la suite, hein, c'est pour vous dire. Donc le mec avec son masque, quand il se prenait une balle à l'éléphant, il y avait le masque, le mec, les fesses et le gars derrière qui sautait. Wow! On va se calmer là quand même! Résultat, on a viré les masques blindés, on a tout viré, et putain vous faites chier quand même, et les Anglais ont dit, et voilà, le pouvoir de l'éléphant. Donc c'est pour ça que, entre qui est le plus fort, l'allemand ou l'éléphant, maintenant on a la réponse, et que si quelqu'un dit, moi je suis un super sniper, je peux lui parler de bécassine. Voilà. Alors, j'en profite parce qu'il a un nom à coucher dehors. Le plus grand tireur justement qu'on a eu de ce côté-là, c'était Francis Pega Magabo. Vous comprenez que j'ai besoin de le lire quand même, parce qu'en fait c'était un Indien qui était au Canada du côté des Grands Lacs et qui était chasseur. Donc du coup, effectivement, lui, toutes les techniques pour feinter, il les connaissait, donc les Allemands, ça leur a fait bizarre parce qu'il en a tué 378. Hein. Pour votre information, pour ceux qui ont vu le film Stalingrad, Vassili Zaitsev, le tueur de la propagande soviétique, en aurait fait 225 à côté. Bon, c'est pas exactement la même. Mais le meilleur tireur d'élite de tous les temps s'appelait Simoia, exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait Simoia? Il était finlandais. Souvenez-vous que c'est aussi là que vient le nom cocktail Molotov. Hein, sachez-le, c'est de la guerre avec la Finlande. Bon, en 1939, l'URSS fait allez, on se prend la Finlande, ça va être facile. La Finlande fait non, non, je t'assure. Voilà. Les Russes font des armes effectivement explosives que sont les cocktails Molotov, surnommés ainsi parce que officiellement Molotov, qui était un ministre russe, disait on a des paniers repas aux réfugiés finlandais, ils font ouais, vu la gueule des cocktails, merci. Et Simoia, c'était un mec qui avait tout compris, à savoir que lui dès le début il dit bon, on est en hiver, ouais, je vais m'habiller en blanc. Tout le monde n'avait pas encore compris ça. Hein. Je vais m'allonger dans la neige, je vais la tasser autour de moi, parce que quand on tire, ça soulève la neige. Si vous la tassez, ça soulève pas. Résultat, c'est bien. Et il a dit, et moi je prends pas de lunettes parce que ça me gêne. Ah oui, d'accord, quand même. En fait, il dit, pour tirer dans la lunette, il faut lever légèrement la tête. Alors que si je peux rester suffisamment bas, donc les mecs cherchaient un reflet de lunettes, il faut chercher longtemps, je n'avais pas. Hein. Bon. C'est pas Battlefield, hein, avec les snipers disco pour des projecteurs sur les lunettes. Voilà. Ne lancez pas sur Battlefield. Et donc, on se retrouve avec Simon, et Simon a aussi une stratégie, c'est que quand il s'installe, il laisse les mecs s'installer autour. C'est-à-dire que les mecs mettent le camp des fois autour de Simon. Je suis invisible, je suis infaillible, je suis invisible. Bon, au final, pour vous donner le chiffre, parce que Simon il est comme ça, il en aurait tué 542, plus parce qu'à moi ils l'ont trouvé 200 au pistolet mitrailleur. Fallait pas aller le chercher non plus, Simon. Alors il y a des très belles photos de lui parce qu'il s'est pris une balle explosive dans la joue qui lui a arraché la moitié de la tête. Et du coup, il avait une partie du visage qui tombait un petit peu, mais jusqu'au bout, c'était le meilleur tireur d'élite de tous les temps, et ici encore, il n'a jamais été battu. Voilà. Donc quand vous verrez un film genre American Sniper, bon bah Simon Aya à côté, pouf. Voilà. Quelque chose à dire, monsieur? Il avalait de la neige pour pas faire de vapeur. Exactement, il avale de la neige pour pas faire de vapeur, et ça, d'ailleurs, vous voyez dans le film Stalingrad aussi, parce qu'il donne le conseil au début du film en disant « Va inutile, tu vas inutile sous le loup, mais mets la neige dans ta bouche. » Voilà. Et on va reparler, voilà. J'avais oublié, c'est vous qui faisiez les transitions. On va reparler en allemand. YouTube, c'est eux, c'est pas moi. Bon. Lui, il s'appelle, on l'appellera Paul Lettow Vorbeck, dit l'Africain. Alors pourquoi? Parce qu'en 1914, il y a eu de la guerre dans les colonies. Et les Allemands avaient des colonies. Ils avaient une colonie qui était à la place de l'actuelle Tanzanie, qui est ce qu'ils appelaient l'Afrique de l'Est. Alors, au début de la guerre, le jeune officier qui est Paul est en Afrique de l'Est. C'est vraiment une punition, parce qu'en Afrique de l'Est, c'est un petit peu la loose, il n'y a rien. Et on lui dit, bon, Paul, la guerre éclate, mais t'énerve pas, t'es dans les colonies doivent rester neutres. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour toi. Sauf que, lui, il sent que ça va pas bien se passer. Donc il mobilise. Il avait donc 200 officiers allemands, il lui faudrait maintenant des soldats, il les lève, il a 900 mecs. Alors, pour vous donner une idée, un régiment français, c'est 3000. Donc quand lui, il en a 1100 en tout et pour tout,
Bon, en plus des locaux qui sont pas forcément formés, etc., et qui doivent obéir à des officiers blancs, c'est pas ça. Mais il se trouve que dans sa jeunesse, Félix, il y a un truc qu'il a fait qui est pas mal, c'est qu'il s'est retrouvé dans d'autres colonies et il a découvert la technique de guérilla, qui était employée contre lui par les troupes entre autres chinoises ou des troupes africaines d'ailleurs. Donc, il connaît le principe. Et un beau matin, il se trouve que les Anglais viennent lui rendre visite. Alors ils sont censés rester neutres, je le rappelle. Et donc ils tentent de débarquer dans la zone côtière d'Afrique de l'Est, enfin dans le port côtier de Tanga. Ils ont une flotte avec des avions, avec des bateaux, avec 8000 troupes indiennes qu'ils envoient sur place. Et c'est parti, ils débarquent. Et quand ils débarquent dans Tanga, il n'y a personne. C'est bizarre. Effectivement, c'est bizarre parce qu'on les laisse s'avancer, et une fois qu'ils sont suffisamment avancés, les 1100 mecs de Félix ouvrent le feu et foutent une telle raclée aux Indiens qu'ils sont obligés de remonter à bord de leur navire en abandonnant du matos. Donc Félix dit merci. Donc maintenant Félix a des mitrailleuses. Bon. Les Indiens attaquent, hop, on les laisse avancer un petit peu plus, cette fois les troupes de Félix sont dans la jungle. Ils avancent qu'à la jungle, ils sont massacrés. Ils remontent au bateau, Félix dit merci. Bon. À la fin, c'est Félix qui propose des pourparlers parce qu'il a éclaté 4000 Indiens. Et lui, il n'a quasiment pas de perte. Et donc, il amène une bouteille d'alcool, il la pose, il demande à un officier britannique de se présenter, lui il dit bon alors, parlons de comment vous allez vous casser maintenant. Mais l'anglais est obligé d'accepter parce qu'effectivement ça se passe pas bien pour eux. Les Anglais se replient après l'échec du débarquement sur Tanga, mais là où ils ont fait une connerie, c'est que Félix n'avait pas prévu de quitter l'Afrique de l'Est, et que maintenant qu'on l'a énervé, bah, il va attaquer les colonies voisines. Donc il décide d'attaquer le Kenya. Les Anglais au Kenya ne comprennent pas quand ils voient toute une armée qui arrive en faisant Yaha! Ils commencent à faire sauter les lignes de chemin de fer, attaquer les bases, péter les dépôts de munitions. Donc les Anglais se retrouvent à dire putain, il y a une espèce de taré qui est en train de faire péter plein de trucs en Afrique, faut qu'on envoie des troupes. Donc ils doivent retirer les troupes d'Europe pour aller choper 1000 mecs en Afrique. C'est embêtant. C'est embêtant. Mais en plus, là où il est joueur, c'est qu'il y a un lac là-bas qui est le lac Tanganyika. Et que Félix il se dit, tu sais ce qu'il demande, c'est une bonne bataille navale. Oh ouais. Donc il va prendre des vieux bateaux à eau, foutre des canons et tenter de jouer à la bataille navale contre les Anglais. Il perd. Mais là où c'est intéressant, c'est que, comme il a perdu, il se dit ce qui me manquait vraiment, c'était des gros canons. Parce que moi j'ai pas de gros canons. Donc il va dans sa petite chapelle, il dit petit Jésus, j'aimerais tellement des gros canons. Petit Jésus, qui est du côté allemand. J'ai rien dit. Petit Jésus fait qu'au même moment, au large de l'Afrique de l'Est, il y a un croiseur léger allemand qui est poursuivi par la flotte britannique, qui le coince dans le delta d'une rivière et qui le coule. Ils font voilà, un emmerdeur de moins, on s'en va. Une fois qu'ils sont partis, sort des buissons Félix, qui fait dis donc, il n'est pas entièrement coulé ce navire. Il a des canons. Donc l'équipage qui est en train de nager jusqu'à la côte va un mec qui leur faire toi t'es dans mon armée et les canons on va les chercher. Donc ils vont chercher des canons parce que le truc n'est pas entièrement englouti. Ils les ramènent, ils font sécher parce que c'est important. Ils mettent des roues et c'est parti, maintenant il y a des gros canons. Donc les Anglais se prennent maintenant des gros canons. Mais où est-ce qu'il a trouvé ça, putain? Bon, ça commence à bien faire, ils sont énervés. En plus, à chaque fois qu'ils trouvent des gens opposés aux Anglais, ils les recrutent. En quelques mois, il va passer de 1100 hommes à 11 000. C'est ça qu'il est charismatique, le garçon. Vous le verrez, en plus, il a un chapeau un peu australien, cette espèce de chapeau relevé sur le côté. Voilà, donc il a tout son charme. Et du coup, les Anglais disent, bon, il y en a un, on envoie 45 000 hommes le choper. Viens, Dasbach. Alors, il dit, bah ok, venez me chercher, je suis là. Ils disent, bon, c'est la jungle, ils cherchent les maladies. Lui, il dit, je m'en fous, mes troupes, elles sont locales. Puis lui, c'est un qui est là, bon, c'est pareil, il a déjà eu 2 fois la tourista, maintenant, c'est bon. Donc les Anglais commencent à crever de maladies et tout, oh putain, lourd. Donc, ils disent, bon, on va faire une alliance, on va chercher les Belges et les Portugais, on s'y met tous. Ils l'encerclent dans des marécages, tu vas crever, enfoiré. Bon bah, ils les repoussent, et en plus, ils arrivent à voler toute leur bouteille. Donc effectivement, il y a un officier qui a gueulé parce qu'il s'est aperçu que quand il a récupéré son camp en ruine, toutes les bouteilles avaient disparu. Donc au même moment, oui, c'était une musique typique à l'époque. Alors, il continue à foutre le souk, mais donc, il n'y a plus que le Kenya, parce que le Kenya c'est quand même petit, mes amis. Donc, la Rhodésie, le Mozambique, l'Ouganda, il est en visite partout, il fait une tournée, c'est génial. Bon, seul problème, c'est que
les Anglais finissent quand même par ramener toujours plus de troupes, et lui, à un moment, il n'a plus personne à recruter. Donc ses troupes sont réduites petit à petit, commencent vraiment à être affaiblies, commencent à reculer, et la guerre prend fin sans qu'il ait été vaincu. C'est la seule armée allemande qui n'ait jamais été vaincue durant la Première Guerre mondiale. Donc il rentre à la maison, salut les copains, c'est comment par ici? Vous avez perdu? Pouf. Vous n'êtes pas bon. Donc, comme c'est un peu une légende, il y a un mec qui a perdu en Europe qui s'appelle Adolf Hitler, qui dit il faut que tu rentres en politique avec moi. Et alors, moi je rentre en politique, mais contre toi. Bon. Oh, pas de bol, il perd. Bon, c'est dommage. Mais Hitler dit c'est quand même une légende, donc je vais te proposer un poste d'ambassadeur. Alors, l'auteur américain Charles Miller, qui est un spécialiste de l'Afrique de l'Est, a voulu enquêter sur une légende et il a eu la réponse. C'est qu'un jour il allait voir un témoin, un assistant de Paul, et il lui a dit alors, est-ce que c'est vrai que quand Hitler a fait envoyer quelqu'un pour lui demander à devenir ambassadeur, il lui a répondu très exactement va te faire enculer. Et donc, l'Allemand a répondu très courtoisement c'est vrai, mais il ne l'a pas dit si poliment. Bon, pour la fin de l'histoire, sachez que Hitler, justement, le mettra en résidence surveillée, cherchera à lui trouver des crasses tout le long, et lui, il restera tranquille dans la résidence, c'est-à-dire c'est sympa chez vous quand même. Donc il ne te trouvera rien sur lui, et Hitler mourra bien avant lui, puisque lui mourra en 1964, à 93 ans. Tranquille. Bref. Alors, je sais qu'on a au moins une dentiste dans la salle, puisque c'est ma stagiaire en ce moment. Alors, on va parler d'un dentiste. Et ce qui fera que vos dentistes vous arrêterez de faire chier maintenant. Un jour, il y a eu un dentiste qui s'est appelé Salomon. Je vous cache pas qu'il était juif. Pour reprendre notre habit de Funès. Alors, des blagues allemandes, des propos juifs, tout à l'heure les musulmans. La fachosphère. Ah, ça rit nerveusement, hein. Ah, vous êtes trop facile. Bref, en fait, ce garçon, donc, effectivement, il est né dans une famille juive, il a été boy scout, c'est un garçon de bonne famille, soit dit en passant. Il fait ses études, et il se trouve qu'il va avoir un petit souci, c'est que il va essayer d'être médecin aux armées. Très bien. Donc il est dentiste dans l'armée, et en juillet 1944, il est dans le Pacifique, et très exactement à Saipan, et il se trouve que le médecin du régiment qui est à l'avant, qui est vraiment juste derrière la ligne, au poste de secours, ne peut plus assurer sa mission, il est effectivement retiré vers l'arrière, et Salomon va dire « moi j'y vais ». Donc il y va. Il y va, et le problème c'est que c'est le jour où les Japonais lancent une des plus grandes attaques de toute l'histoire de la guerre du Pacifique, avec près de 5000 Japonais qui attaquent en même temps, sur une petite île. Donc ça se passe pas bien. Alors lui il entend que ça se passe pas bien parce que d'un coup il voit plein de blessés qui débarquent dans son poste de secours. Donc c'est un peu problématique, il peut pas s'occuper de tout le monde. Et puis, là où ça a vraiment dégénéré, c'est que alors qu'il est en train de soigner un mec, à l'entrée de la tente, une tente un peu comme celle-ci, imaginez, il voit un blessé qui attend, qui se prend une balle, et il y a un mec qui le plante. Oh putain, un japonais. Bon. Donc il sort sa pétoire et il là-bas. Et il continue son travail, parce que bon, les gars sont sérieux. Ah, j'ai mal au plombage. Attends, je m'en charge. Je viens de buter un mec, donc t'es gentil. Donne-moi 2 minutes quand même. Et là, effectivement, le souci, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et comme la tente est une tente fermée, les Japonais commencent à rentrer sous le tissu, à ramper pour sortir. Donc, il va faire la chose la plus simple du monde. Il y a 4 Japonais qui arrivent en même temps. Ils courent. Ils shootent dans la main du premier pour le désarmer. Ça marche. Il abat le deuxième, ça marche. Il plante la baïonnette le troisième, ça marche. Il met un coup de crosse au quatrième. Bon. C'est un catcheur. Il manquait qu'une chaise pliante pour le cinquième, et le cinquième il dit putain, il y a une chaise pliante, je rentre pas. Donc, le problème c'est qu'il a beau faire ça, il y a toujours plus de Japonais qui commencent à arriver aux abords de la tente, toujours plus de blessés qui se font abattre, donc il faut évacuer la zone. Lui dit bah écoutez, vous pouvez marcher, donc je referai vos plombages à l'arrière, mais déjà j'ai des gens à plomber à l'avant. Donc, il sort de la tente avec un fusil. Et un fusil contre toute une armée, c'est pas simple. Et la dernière chose qu'on voit de lui, c'est qu'il s'assoit à une mitrailleuse où les mecs sont morts. Et c'est le dernier témoignage qu'on a. Quelques jours plus tard, on le retrouve, je vous cache pas qu'il est mort, mais il est toujours à sa mitrailleuse. Devant la mitrailleuse, il y a 98 cadavres. Et lui a reçu 76 balles. Sans compter les coups de baïonnette.
les mecs, ouais, ils étaient pas contents. Quand t'as une fille de 98 copains à côté, t'es putain. Et qu'en plus t'apprends qu'il est dentiste, bon, t'es... Alors, là où l'histoire est intéressante, c'est que, au-delà de l'acte du mec qui était effectivement vraiment motivé et qui est mort sur place, c'est qu'on s'est dit, bah justement, on va lui remettre la fameuse Medal of Honor dont on parlait tout à l'heure. Sauf que la Croix-Rouge s'y est opposée, parce qu'il portait un brassard Croix-Rouge pendant qu'il tirait à la mitrailleuse. En disant, eh oui, et on n'a pas le droit. Donc, sachez que quand on porte la Croix-Rouge, on ne peut être décoré que pour des actes médicaux, ou en tout cas de soutien à la population, aux militaires blessés, etc. Ou si jamais vous utilisez une arme portative. Or, la mitrailleuse n'est pas une arme portative. Pas une arme de self-défense, en tout cas. Résultat, effectivement, la Croix-Rouge a refusé la Medal of Honor, et finalement, il aura fallu un long moment, et sachez que ce garçon, effectivement, il a eu sa Medal of Honor, il l'a eu en 2002. Seulement, mais aujourd'hui, elle est accrochée dans l'école des dentistes militaires. Pour vous dire, les mecs, à un moment, quand on a marre des caries, il va faire des trous. Donc, c'est bon. Voilà, donc c'est pour ça, votre dentiste, pensez-y. C'est bien, j'ai une dernière histoire parce qu'il me reste que 5 minutes. On va parler d'histoire française. Ah, mais quand je dis allemand, les mecs. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Une histoire française, c'est la bataille de Pont-Saint-Louis. Elle est bien, mais oui. Il se trouve que, vous le savez, en 1940, les Allemands font du tourisme chez nous. Bon. Ils n'ont pas de visa, ils restent, on tente de les expulser, enfin. Voilà. Les Italiens, tout à la fin, font « Oh putain, mais attends, en fait, on pourrait attaquer aussi !» Donc le 10 juin 1940, quand ils voient que c'est plus ou moins plié, « Bon allez, on peut y aller maintenant, hein, c'est parti !» Bon. Sauf qu'au même moment, dans les Alpes, il y a un petit fortin, une fortification qui est située au niveau de Pont-Saint-Louis, qui est une petite route transalpine qui effectivement permet de passer en Italie, et où il y a une casemate, avec dedans 9 hommes. Ces 9 hommes, ils vont être commandés par un sous-lieutenant qui est le sous-lieutenant Charles Gros, et on leur dit, bon bah voilà, les mecs, la guerre est déclarée, donc pensez à bien fermer, hein. Bah. Donc, on abat la barrière qu'il y a devant pour dire, attention, c'est une barrière, on n'a pas le droit de passer. On fait sauter la route, histoire de faire comprendre un peu plus sérieusement que ça va pas se passer comme ça, et puis on attend. Il se passe rien. Le 17 juin, ils entendent Pétain à la radio qui dit, bon, je suis en train de chercher, comme le fameux discours où il dit, bah je cherche avec l'ennemi les moyens d'arrêter tout ça. Bref, ils disent, on va pas combattre. Puis en fait, si. Parce que le 20 juin, les Italiens tentent d'attaquer le fortin. Alors le fortin, il a deux armes essentiellement, il a un fusil mitrailleur et un canon. Là où c'est intéressant, c'est qu'il tire au fusil mitrailleur, les mecs ils les repoussent, donc c'est un peu problématique. Les Italiens se replient en disant, bon, c'est pas cool, on va quand même se prendre des rafales de fusil mitrailleur, c'est pas sympa de nous tirer dessus quand même, ils n'avaient pas prévu qu'on leur tire dessus, donc c'est quand même ballot. Mais, là où c'est mieux, c'est que là, les Français ferment tout définitivement et disent on sort plus, si vous faites pipi, si vous faites caca, vous passez ça par la meurtrière, on ne sort plus. Parce qu'avant, il fallait sortir pour le toilette, donc si vous voulez, ça bombarde, oui, mais j'ai envie. Donc, ils s'enferment. Et là où c'est problématique, c'est que les Italiens envoient d'autres mecs, le fusil mitrailleur continue à tirer, et à un moment, le fusil mitrailleur s'enraye. Donc, il y a un Italien qui s'avance, et qui s'aperçoit que ça ne tire plus. Bah, le Français qui est à bord, je vous ai dit qu'il avait deux armes. Il a un fusil mitrailleur et un canon anti-char. Aujourd'hui encore, sur l'obstacle anti-char à proximité, il y a une trace. C'est un soldat italien. C'est ballot quand même. Ils ont eu le temps de réparer le fusil mitrailleur, du coup les autres Italiens sont revenus. Bon, c'était un petit peu problématique. En plus, les Français de stratégie consistent à dire c'est bon, on est bien enfermés. Toutes les batteries d'artillerie tirées sur notre zone. Bon, bah, quand les mecs s'approchent, ça se passe pas bien. Les Italiens sont arrêtés par. Ils sont près de 3000, hein, donc ils sont arrêtés par 9 mecs. Bon, on va réessayer. Le lendemain, ils réessaient. Le lendemain, ça se passe toujours pas bien. À savoir qu'ils se reprennent des cachous sur le coin du nez, sauf que cette fois, c'est pas la mitrailleuse qui a un souci, c'est le canon. Pourquoi? Il n'y a plus de lubrifiant. Donc il y a un soldat qui part. Il va à l'auberge du coin, il chope de l'huile d'olive. Il retourne. Donc quand il tirait, ça sentait de l'huile d'olive. C'était sûrement pour narguer l'ennemi, genre ça sent bon, lui qui a de tirer. Alors, 23 juin, ils disent bon, on envoie les chars. Alors, ils envoient les chars, mais pas longtemps, l'artillerie française se déchaîne, arrête tous les chars. Du coup, il reste que les fantassins, ils font oh, pas encore nous.
Et puis, à partir du 24, là, effectivement, il y a un souci, c'est que les bombardements italiens s'intensifient et ils n'ont déjà plus le téléphone, ils perdent la radio. Donc ils sont désormais isolés du monde, ils ne peuvent plus appeler, il leur reste juste un fusil, un pistolet de détresse pour dire à chaque fois qu'on tire, vous bombardez notre position. Et puis, il s'aperçoit un truc bizarre, c'est que les Italiens n'attaquent pas. Et pas de stationner et puis de déplacer son véhicule. Déplacer au véhicule, le BX-74. Bref, toujours est-il que ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de contact avec l'extérieur, et s'aperçoivent que les Italiens n'attaquent plus. Ou pas tout à fait. À un moment, je vois deux officiers italiens qui s'approchent tranquilles. Qu'est-ce qu'ils foutent? Donc ils tirent un peu en l'air, les mecs se cassent. Il faut savoir que les Italiens ont dû négocier aussi, hein, j'en profite, ils ont dû amener le drapeau blanc parce qu'ils avaient tellement de blessés qu'ils ont dit s'il vous plaît, laissez-nous les prendre. Donc ils ont laissé faire. Mais là où c'est bien, c'est qu'effectivement, les Italiens finissent par se présenter en colonne, avec à nouveau un drapeau blanc, en disant vous voulez relever vos blessés? Non, là on voulait juste vous dire qu'en fait la guerre elle est finie. Ouais. Ah bon? Mais on nous a pas prévenu, puis non, c'est sûrement une ruse. Allez, cassez-vous, vous me tirez dessus. Donc finalement, c'est des officiers français qui doivent venir frapper à la porte. C'est fini, il faut arrêter de tirer sur les gens maintenant. Donc, les Français vont s'en aller, sortent en armes et défilent devant les Italiens, s'en vont. Les Italiens disent ah parfait, le fort est à nous, mais parce que putain ils ont fermé la clé. Ils sont malades. Il est midi, j'ai fini. Oh. Mais il se trouve que demain à 13h, excellente conférence de Monsieur Connard au même endroit. Alors, je vous dis pas que je parlerai histoire, mais si vous me lancez dessus, il y a moyen. Je dis ça comme ça. Bref, merci à vous et bon appétit.